Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Keops, je souhaite vous remercier de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur l'expertise québécoise en gestion de projet. Pour l'occasion, nous recevons aujourd'hui Maude Brunet, qui est professeure adjointe au département de management à HEC Montréal, et Alejandro Romero Torres, professeur au département de management et technologie à l'ESG UQAM. Donc, tous les deux sont les auteurs d'un livre qui présente 17 études de cas québécois, dont le fond d'écran ici rappelle la couverture. Et ces différentes études s'intègrent dans un cadre des pratiques de gestion de projet qui vous sera présenté aujourd'hui. Alors, on va commencer par la présentation de Maude et Alejandro, donc je ne vais pas leur prendre plus de temps. Et une période de questions suivra après la présentation. Et je vous inviterai à poser vos questions dans la boîte de discussion. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez communiquer avec moi par le chat. Voilà, alors je cède dès maintenant la parole à Maude et Alejandro pour nous parler plus de l'expertise québécoise en gestion de projet. Parfait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Armance, merci à Keops d'abord de nous recevoir pour ce webinaire qui est vraiment très intéressant et important pour nous aussi. Donc, on va vous relater un peu l'histoire de l'évolution, la construction de cet ouvrage. On va vous parler également des grands constats de ce qui s'en dégage. Alors, avant de plonger dans le sujet, Armance nous a présenté brièvement. Donc, je me présente, Maude Brunet, je suis professeure en gestion de projet au département de management de HEC Montréal. Donc, je suis spécialisée en gouvernance de projets publics, en projets majeurs et méga-projets et en innovation en construction. Et de mon côté, donc Alejandro Romero Torres, professeur au département de management. Donc, c'est un nouveau département, on n'a plus la partie technologie. Donc, également, je suis directeur d'un laboratoire de pratiques innovantes en gestion de projet où est-ce qu'on accompagne les organisations à développer certains types de pratiques. Et dans mon cas, mon expertise est plus sur les processus en gestion de projet. Actuellement, je travaille sur la gouvernance des projets publics, mais également sur la maturité organisationnelle et l'impact des nouvelles pratiques sur ces maturités. Donc, Maude, je te laisse continuer. Parfait. Donc, c'est un livre que vous avez peut-être vu ou entendu parler ou pas du tout. Donc, le voici. Alors, la gestion de projet au Québec, des cas pour illustrer une expertise en croissance. Donc, Alejandro et moi sommes les co-directeurs de cet ouvrage qui a été publié aux éditions GFD à l'automne dernier. Maintenant, on doit le dire, on le souligne, c'est un effort, un ouvrage collaboratif. Donc, on a plus de 45 collaborateurs, auteurs et co-auteurs de chapitres. Donc, c'est vraiment une diversité de points de vue, de richesse théorique, d'ancrage empirique avec les cas à l'étude. Donc, c'est un peu l'objectif, là, puis on va y revenir pour la mise en contexte. C'est ce qu'on voulait faire, de montrer les bonnes pratiques au Québec. Vous savez, sans doute comme moi, en regardant un minimum l'actualité, en regardant ce qui se passe, on entend facilement et souvent parler des projets qui sont plutôt des échecs. Alors, on voulait montrer un peu l'autre côté de la médaille et souligner en quoi est-ce que le Québec est capable de se positionner d'un point de vue local, mais à l'international également. Donc, on a des compétences importantes qu'on souligne dans cet ouvrage et qu'on va aussi essayer de mettre en relief avec cette présentation. Donc, je vous mentionnais 45 collaborateurs. On va référer à certains auteurs à travers notre présentation. Malheureusement, on ne les nommera pas tous. Je vous invite, par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à creuser un peu la question. Je vais quand même mentionner qu'on a une préface pour l'ouvrage de Joseph Facal, qui est professeur titulaire à HEC Montréal, un ancien ministre également. Et on a une postface de Benoît Lalonde, qui est chez Gestion de projet Benoît Lalonde, donc GPBL Inc., qui a été président du PMI Montréal pendant plus de 10 ans. Donc, on a, à travers tout ça, de nombreux auteurs, comme je mentionnais, 45 personnes qui sont autant des gens de l'académique. On a plus d'une dizaine d'universités là qui sont impliquées avec des professeurs, des enseignants, des professeurs et des chercheurs. On a également beaucoup de praticiens, donc des gens qui sont dans les projets qui ont aussi collaboré à
la rédaction des chapitres et des étudiants. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe où on a mis toutes ces forces vives à contribution pour en arriver à cet ouvrage. Et je vois d'ailleurs dans la liste des gens qui assistent au webinaire que plusieurs d'entre eux y sont. Donc, on prend encore une fois l'occasion de vous remercier chaleureusement pour vos efforts. Je pense qu'on est arrivé à un beau produit final. Et en le spécifiant, ça a été aussi tout un projet, toute une aventure qui nous a pris plus de 3 ans. Donc, il y aurait aussi matière à développer un peu, mais on va focaliser sur les résultats de notre ouvrage pour commencer. Donc voilà, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, brièvement, on va vous présenter en introduction notre cadre intégrateur qui est aussi dans notre introduction qu'Alejandro et moi avons écrit et qui rassemble un peu l'ensemble de ces cas. Donc on a pensé à une structure et donc je vais en parler et on va dérouler la présentation en fonction des grands blocs, donc la définition du projet, la gouvernance, la livraison du projet, le transfert des résultats, les compétences et finalement on va fermer la présentation, ou plutôt on va ouvrir avec des pistes de recherche en termes de ce qu'on a été trouvé, en termes de pratique, qu'est-ce qui est innovant, qu'est-ce qui est intéressant, en quoi est-ce que ça peut amener des réflexions pour la pratique, pour la façon dont on gère nos projets au Québec. Donc, on a fait cette amorce de réflexion et on va vous encourager également dans la discussion et la période de questions après à pousser un peu ces réflexions parce que c'est en fait la première fois qu'Alejandro et moi avons l'occasion de présenter les résultats de notre ouvrage. Donc, c'est certain qu'on va cheminer aussi avec ces embryons de réflexion. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut tirer de cet ouvrage, de cette connaissance et comment est-ce qu'on peut la mettre en pratique pour mieux gérer nos projets au Québec. Et ailleurs peut-être. J'ai vu qu'il y avait des gens de la Suisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour l'international aussi? C'est des questions intéressantes. Alors voilà, pour la mise en contexte, en fait, on part avec 2 grands postulats. On a un besoin de valorisation de l'expertise locale en gestion de projet. Je le mentionnais, on a beaucoup de cas dans les médias où on se pose des questions à savoir pourquoi est-ce que ça a aussi mal été, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir les compétences pour gérer les projets. En fait, on vous rassure tout de suite en partant, on a énormément de compétences d'un point de vue local. On se positionne très bien aussi au niveau international. Vous connaissez peut-être le Project Management Institute, qui est l'Association internationale de gestion de projet qui est basée en Pennsylvanie. On a un chapitre local à Montréal qui regroupe plus de 5000 gestionnaires de projets, membres d'équipes de projet. Donc, on est très, très actifs et à chaque année, on a le prix du projet de l'année de façon locale qui est également soumis au niveau international et c'est arrivé très souvent qu'on se positionne de façon très favorable avec des grands projets. Donc, on avait cette volonté de documenter certains projets qui sont des succès pour vraiment comprendre quelles sont les meilleures pratiques, qu'est-ce qu'on met en place. On voulait également tabler là-dessus pour amener ça aux étudiants dans le cadre de nos cours. Il y a très peu de matériel sur la gestion de projet en français qui est ancré au niveau local également. Donc, c'était explicitement là, un des objectifs où on voulait documenter les bonnes pratiques et pouvoir en tirer des constats par rapport à ce qu'on fait bien ici. On a également tout un écosystème. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être la maîtrise en gestion de projet à l'UQAM est en place depuis 40 ans et c'est vraiment une façon intéressante pour les employeurs de recruter. Donc, on forme les jeunes, la relève à cette profession qui est la gestion de projet, qui est très polyvalente, interdisciplinaire et riche également. Donc, on a non seulement toutes les différentes universités. Moi, je suis à HEC Montréal, par exemple. On a toute une spécialisation au niveau du baccalauréat en gestion de projet. Donc, on a vraiment plusieurs programmes dans plusieurs universités. On a plusieurs chercheurs et c'est un peu en amenant cet ouvrage collectif, notre idée à Alejandro et à moi, c'était vraiment d'amener cette richesse et cette variété d'acteurs, de sujets, de perspectives et de types de projets aussi, il faut le mentionner, parce que ce qu'on a peut-être
au niveau des chapitres où on a mis un peu plus d'emphase, c'est en lien avec les grands projets publics d'infrastructure, mais on a quand même certains projets au niveau plus événementiel, au niveau des projets d'organisation d'événements, des projets à l'interne dans les organisations de développement organisationnel, par exemple. Donc, on avait ce souci d'aller dans différents secteurs. On a autant en construction, en santé. Donc, l'idée, c'était d'avoir une variété et un ensemble de pratiques aussi qui se complémentent pour qu'on puisse cerner finalement c'est quoi la gestion de projet et qu'est-ce qui peut s'en dégager. Donc, voilà. Je vais y aller tout de suite avec le cadre intégrateur. Donc, on a 5 grands blocs. L'idée, c'est quand on fait un projet, pourquoi on fait un projet? C'est de pouvoir ultimement répondre à une problématique ou à une opportunité et d'en tirer de la valeur et des bénéfices. Donc, cette idée de proposition de valeur, c'est vraiment le fil conducteur qui dès l'amorce et la définition de projet, doit être mis en évidence et qui va également être évalué quand on parle de transfert des résultats du projet aux opérations. Donc, cette idée de proposition de valeur, elle est fondamentale. C'est notre fil conducteur, encore une fois. Et à travers tout ça, bien, on a nos différents blocs de définition de projet, de gouvernance de projet, de livraison de projet. Donc, ce qu'on appelle de façon classique le cycle de vie de projet, la gestion du projet avec les phases démarrage, planification, exécution, surveillance, maîtrise et clôture. Tout ça, c'est ce que nous, on appelle livraison de projet. Le transfert de résultats de projet et finalement les compétences humaines qui sont très transversales et qui permettent de mettre tout ça en place. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais présenter les 2 premiers blocs et suite à ça, Alejandro va prendre le flambeau pour compléter avec les 3 derniers blocs. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'on explique dans notre introduction. Tous nos chapitres sont ficelés en fonction de ce cadre intégrateur. On ne l'a pas inventé, on s'est fortement inspiré de nos collègues en Grande-Bretagne, donc Chan Newman et Graham Winch, qui sont à l'origine d'un article qui a été publié dans International Journal of Managing Projects and Business. Donc, on s'est vraiment fortement inspiré de ça. Et l'idée à la base de ce cadre intégrateur, c'est justement de se dire que au-delà de la livraison de projet, parce que tous les référentiels de gestion de projet, ce qui parle des cycles de vie de projet, c'est axé sur la petite boîte de ce que nous, on appelle livraison de projet. Mais au-delà de ça, il y a énormément de choses et c'est très important et ça compte. Donc, c'est là où on a voulu structurer notre ouvrage pour montrer qu'il y avait vraiment une richesse et des sujets qui étaient critiques et essentiels que l'on aborde au-delà de la livraison de projet. Alors, on amorce avec la définition du projet. Donc, dans notre ouvrage, les 3 premiers chapitres qui touchent plus spécifiquement à ce sujet sont le réseau structurant de transport en commun de Québec, le réseau express métropolitain, la branche de l'Ouest, donc vraiment ce qui est déjà actuellement en cours, et le nouveau complexe hospitalier de Québec, donc un méga hôpital dans la région de Québec. Alors, à travers ces 3 cas empiriques, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que quand on est en définition de projet, c'est aussi ce qu'on appelle l'avant-projet. On a énormément d'incertitudes, on a beaucoup d'impondérables. C'est difficile de commencer à mobiliser les acteurs, d'aller chercher les approbations, d'aller chercher les engagements, les investissements financiers. Et on a eu des cas auparavant au Québec et partout sur la planète, on n'est pas exclusif, là, où ça peut prendre des décennies avant d'en arriver à amorcer le projet. Donc, on a tout un contexte. Hein, le contexte du projet est important, la conjoncture, tous les éléments en lien avec nos analyses, là, que ce soit les volets politiques, les volets sociaux, techniques, environnementaux, réglementaires. Bref, on a un cadre contextuel qui est important à comprendre et à cerner. Donc, ce qu'on a en termes d'approche et de pratique, c'est des outils pour nous aider à comprendre ce contexte, mais aussi à pouvoir articuler les grandes lignes du projet, mobiliser les acteurs en amont et aller chercher ou en tout cas tenter de réduire cette incertitude et d'en amener quand même des solutions potentielles à une problématique ou une opportunité qu'on a répertoriée en amont. Donc, on est vraiment dans cet état où
on est dans le monde des possibles, plusieurs solutions, plusieurs options pourraient se faire et c'est pas nécessairement pour chaque problématique ou chaque opportunité, c'est pas nécessairement la solution n'est pas nécessairement de mettre un projet en place. Et si on met un projet en place, il y a énormément de solutions conceptuelles, donc on doit les tester, on doit faire un certain nombre d'analyses en termes de faisabilité et pour justement être capable d'appréhender les solutions possibles pour s'assurer qu'on fait les meilleurs projets en fonction des problématiques qu'on a définies. Donc, on a différents types d'approches. Les politiques publiques, donc c'est certain que quand on est dans les grands projets publics, il faut avoir cette vision d'ensemble où on a souvent un ensemble de projets. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre aux problématiques, pour améliorer le bien commun? C'est souvent dans cette perspective où on va l'aborder. Alors, on a différents types d'approches plus rationnelles, d'autres qui sont plus pluralistes, où on considère un ensemble de parties prenantes, un ensemble de besoins et qui, des fois, peuvent être conflictuels également. Donc, ça, c'est important de prendre en compte cette diversité dès l'amont du projet. Des approches plus cognitives et d'autres plus critiques. Donc, c'est vraiment ça, c'est le cœur du chapitre de Pierre-André Hudon sur le réseau structurant de transport en commun de Québec. On le voit même avec ce projet-là. Il y a encore beaucoup d'enjeux de positionnement pour bien définir le projet et c'est pas des choses qui sont nécessairement faciles, mais c'est des analyses qu'on se doit de faire et dans la mesure du possible en intégrant les parties prenantes qui sont centrales dans ces projets-là. Donc, on a des approches plus participatives où l'idée, c'est non seulement d'avoir quelques personnes autour de la table pour prendre des décisions qui sont si importantes, mais d'aller chercher l'opinion, que ce soit des résidents, des citoyens, des groupes de la société civile, de d'autres instances gouvernementales, que ce soit au niveau municipal, les sociétés de transport, quand on parle de réseau structurant en transport. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces informations. Les experts aussi, on table jamais assez là-dessus, mais l'importance d'aller chercher l'opinion de ceux qui s'y connaissent sur la question. Donc, l'idée, c'est d'en arriver avec des contours en lien avec le projet de ce qui est possible, ce qui est réalisable et encore une fois, de les documenter, notamment avec des études de faisabilité. Alors, pour ce qui est des pratiques, on va parler de consultation publique. D'un point de vue municipal, ça se fait beaucoup. On a également, pour reprendre l'exemple du nouveau complexe hospitalier à Québec, on a mis en place des démarches complètes pour aller sonder l'ensemble des utilisateurs d'un futur hôpital. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop le contexte du nouveau complexe hospitalier à Québec, c'est la fusion de 2 hôpitaux et donc la construction sur le site d'un des hôpitaux existants. Alors, il y a eu une démarche qu'on appelle Lean qui a été déployée sur plusieurs mois où ça a permis d'aller chercher une adhésion des futurs utilisateurs, que ce soit les médecins, que ce soit les patients, que ce soit les gestionnaires, les infirmières, les infirmiers. Donc, l'ensemble du corps de l'hôpital, les gens aussi impliqués, bien entendu, dans le projet de l'autre côté, pas seulement les gens de l'hôpital, mais de la Société québécoise d'infrastructure, par exemple, du ministère de la Santé. Donc, pour que l'ensemble des intervenants aient cette vision commune en lien avec le projet. Donc, il y a eu toute une série d'ateliers qui ont été définis pour bien cerner les besoins en lien avec l'hôpital, en lien avec la fusion, et pour pouvoir faire des plans et devis qui allaient répondre à ces besoins-là. Donc, il y a eu toute une série d'approches, que ce soit des ateliers pour analyser les façons de fonctionner, mais jusqu'à des maquettes réelles où ça permettait aux médecins, aux infirmières de comprendre l'espace autour d'eux avec les pièces qui étaient suggérées. Et donc, pour ce qui est des plans architecturaux, par exemple, quand on n'est pas habitué à les lire, de communiquer cette notion d'espace et de fonctionnalité. Donc, ça, c'était vraiment des outils qui avaient été déployés et qui ont été des pratiques très, très appréciées pour justement faire cet arrimage entre ce que les architectes et les ingénieurs avaient en tête et de façon concrète que les gens comprennent ce que ça aurait comme implication sur le fonctionnement de l'hôpital.
Évidemment, à cette étape-ci, je parlais de valeur tout à l'heure, mais il faut s'assurer que nos bénéfices escomptés vont y être à la fin du projet. Donc, c'est important de bien cerner les objectifs, de faire des analyses avantages-coûts également qui permettent de bien comprendre les retombées potentielles du projet en fonction de ce qu'on doit aussi investir et mettre sur la table. Donc, ça, c'est vraiment critique et c'est une pratique qui doit être faite et qui, s'il y a des changements majeurs en cours de route, qui doit être actualisée également. Donc, voilà pour le premier bloc. Je vais rentrer dans le deuxième avec la gouvernance de projet, qui est également très centrale et très importante dans les projets. On en parle, selon moi, pas assez, mais c'est vraiment important. Donc, quand on parle de gouvernance de projet, on parle de plusieurs éléments. On a tout d'abord ce qu'on appelle la gouvernance structurelle, donc nos fameux organigrammes de projet avec nos niveaux d'approbation. On a souvent l'équipe de projet, le noyau avec le chargé ou le responsable ou le gestionnaire de projet. On a un promoteur qui va aussi chapeauter, qui va essayer de faire certains leviers peut-être pour aller chercher des ressources dans l'organisation ou au-delà. On a également souvent un comité directeur qui va prendre les décisions. Ça peut être à plusieurs niveaux, puis on a des exemples dans le livre qui sont très documentés où on présente des structures de gouvernance de certains projets. Et donc, il y a plusieurs variantes possibles. C'est certain, encore une fois, on est beaucoup arrimé au contexte. Ça va dépendre du contexte. Quand on regarde des grands projets gouvernementaux, il y a quand même des choses qui se recoupent et qui reviennent souvent. Et donc, on est capable aussi, à travers les projets, d'apprendre des meilleures pratiques et de voir qu'est-ce qui marche bien. On a donc besoin de cette structure, de cette gouvernance structurelle, mais on a également tout un volet qui est complémentaire et également très essentiel, qu'on appelle la gouvernance relationnelle. Donc là, on est beaucoup plus dans l'informel, la façon dont les gens communiquent. Est-ce qu'on a des attitudes très ouvertes de partenariat où on a des échanges d'informations qui sont fluides ou au contraire, est-ce qu'on se campe sur ce qu'on a besoin de fournir selon nos clauses contractuelles? Donc ça, c'est vraiment aussi des dynamiques à travailler pour faciliter les projets, d'aller chercher cette gouvernance relationnelle. On a également tous nos mécanismes d'escalade. Donc, on parlait des processus d'approbation. Où est-ce qu'on remonte l'information? À quel moment on remonte l'information? Et qui va ultimement pouvoir prendre cette décision? Donc ça, l'idée, c'est de clarifier ça dès le départ du projet. On a également, en lien avec tout ça, notre fameuse imputabilité. Donc, c'est beau de prendre des décisions, mais est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair qui doit prendre la décision? Mais une fois que la décision est prise, est-ce que ça peut être aussi très clairement assumé? Donc, ça, c'est important, là, surtout quand on est dans les projets très, très complexes où la prise de décision peut être très confuse et une fois que les choses se passent, bien, si on a à revenir en arrière et se poser la question qui a pris cette décision, souvent, c'est pas nécessairement facile à trouver. Donc, ça doit idéalement, dans les bonnes pratiques, être clair dès le départ et que cette imputabilité soit aussi retraçable là, à travers le temps. Finalement, on a notre concept de propriétaire fort. On parle de donneur d'ouvrage dans le cas du public, c'est tout à fait vrai. Et même dans le cas des firmes privées, quand on a un mandat, qu'on confie la réalisation d'un projet à une tierce partie, bien, on doit s'assurer d'avoir un minimum de compétences et de mécanismes pour s'assurer tout au long du projet que les choses sont respectées et qu'on va finalement arriver à la fin avec des livrables qui sont conformes à nos exigences de départ. Donc ça, c'est aussi, quand on parle de compétences, les gens rouges, certains va revenir là-dessus, l'importance de bien déployer ses forces quand on est un donneur d'ouvrage et quand on mandate une firme tierce ou une autre direction dans un contexte organisationnel pour réaliser ces livrables. Donc, il faut être au fait de ce qui se passe, il faut avoir un certain nombre de mécanismes pour s'assurer que les choses se font rondement. Donc, on a eu nos principales bases en lien avec la gouvernance. Maintenant, une fois qu'on a ça, on parle beaucoup de gouvernance structurelle, relationnelle, mais de plus en plus, ce qu'on a également, c'est un penchant pour ce qu'on appelle la gouvernance participative, où l'idée, encore une fois, c'est d'impliquer les gens qui s'y connaissent et qui ont une opinion et qui pourraient contribuer à améliorer le projet. Donc, on parle de plus en plus d'acceptabilité sociale.
l'idée, encore une fois, c'est non seulement d'informer les citoyens ou les groupes environnementaux ou des différentes parties prenantes qui pourraient avoir des intérêts, mais aussi des choses intéressantes à contribuer. Donc, de les inviter autour de la table rapidement en amont et de faire ce qu'on appelle du co-design ou de la co-construction. Donc, de vraiment prendre les idées, les préoccupations de cet ensemble de parties prenantes pour en arriver à une prise de décision qui est ultimement plus éclairée et plus au fait des réels besoins et des réels enjeux vécus par ces différentes parties prenantes. Donc, on parle de plus en plus de l'ancrage dans les communautés et les économies locales. Donc, idéalement, d'avoir des retombées positives en lien avec ces communautés d'accueil pour les projets. Et on a également tous les processus d'évaluation environnementale avec le Bureau d'audience publique en environnement, les différents groupes de pression, ce qu'on appelle la société civile, les citoyens. Donc, ce sont des gens, des groupes, des individus, on parlait aussi des experts académiques qui ont non seulement, qui devraient avoir un mot à dire, mais qui devraient aussi pouvoir contribuer à forger, à faire émerger les grandes lignes avec ces projets-là. Donc, on parle notamment dans les chapitres qui traitent de cette section, on a le projet Eastmain Sarcelles Rupert à la baie James, donc avec Hydro-Québec, je reviendrai tout de suite après, qui est un exemple très intéressant pour voir comment Hydro-Québec a pu développer une relation de confiance et à long terme avec les communautés autochtones sur place, la communauté CRI. Donc, ça, c'est vraiment un exemple très intéressant qui illustre comment Hydro-Québec en est venu à développer des bonnes approches en lien avec l'acceptabilité sociale des projets. On a le chapitre 5, donc, sur les systèmes de gestion intégrée de la performance dans les organisations de santé au Québec, où, bon, pour ceux qui connaissent un peu ce qui s'est passé en santé, il y a eu une refonte majeure du système de santé avec l'abolition des agences, la mise en place des centres intégrés de santé et services sociaux. Donc, il y a eu cette commande ministérielle pour déployer des systèmes de gestion intégrés de la performance et les auteurs de cet ouvrage relatent en fait comment l'ensemble des différents CIUS en sont venus à déployer ces systèmes et concrètement comment ils les ont articulés. Le dernier chapitre, donc l'agrandissement de l'aéroport de Québec, ça c'est un agrandissement de l'aéroport qui a été fait et mené en déployant des outils technologiques qui permettaient et qui facilitaient la communication, la prise de décision avec l'ensemble des acteurs. Donc, on parle souvent de modélisation des données du bâtiment, donc notre fameux BIM, Building Information Modeling, qui est un outil, en fait une maquette intégrée en 3 dimensions qui permet de visualiser en format 3D la maquette, de schématiser ça dans le temps aussi d'un point de vue de la construction, mais avec des outils comme un casque virtuel, on peut même rentrer dans la maquette et encore une fois, physiquement voir de quoi ça va avoir l'air. Donc d'un point de vue communicationnel, c'est une pratique intéressante et le gouvernement est de plus en plus en train de structurer cette approche en lien avec ces nouvelles technologies pour les déployer dans les grands projets, pour les exiger. Donc, en tant que donneur d'ouvrage, il y a toute une réflexion, une feuille de route qui est en développement et en déploiement actuellement. Donc, pour finaliser ce volet de communication, bien, l'idée, c'est en termes de prise de décision, de prendre les décisions idéalement de façon le plus concertée en prenant en compte les différents avis du citoyen, des différentes parties prenantes et finalement de les communiquer. Donc, on parle de communication idéalement continue ou en tout cas à des jalons importants dans le projet. L'idée d'être le plus transparent possible, d'avoir une cohérence d'ensemble, de respecter un rythme d'implantation, un rythme aussi de progression du projet. On a souvent recours à des petits succès. Donc, souvent, on va faire un pilote. Une fois que ça se passe bien, on communique. Donc, l'idée de faire des quick wins, comme on dit, des petits pas rapides. Et après ça, ça facilite l'adhésion de l'ensemble des acteurs et de tabler sur des relations contractuelles qui sont collaboratives avec notamment les nouveaux outils technologiques. Et ce que ça permet, ça comporte quand même un certain nombre d'enjeux et de défis. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est d'arrimer la structure contractuelle avec ces
nouveaux outils pour permettre plus de collaboration, pour permettre plus d'échanges d'informations et que les incitatifs en lien avec les contrats soient reliés avec ces impératifs où on a besoin de collaboration accrue de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les firmes d'architectes, d'ingénieurs, les usagers, les clients, les promoteurs, les payeurs, les investisseurs, et donc d'avoir vraiment cette pluralité de gens qui participent de façon active, mais où on sait qui agit sur quelle décision à quel moment. Donc, c'est quand même tout un volet qui est important dans les projets et qui souvent est un peu sous-estimé, où on ne met pas assez d'emphase là-dessus et on se retrouve en cours de route avec des problématiques en lien avec la gouvernance. Donc voilà, je passe juste avant de passer, excusez-moi, j'ai un petit exemple ici plus concret. Je vous mentionnais l'exemple d'Hydro-Québec. Donc, quand on parle d'acceptabilité sociale, c'est de plus en plus en demande, de plus en plus décrié dans les médias. On a besoin d'acceptabilité sociale pour les projets. Alors ça, c'est un chapitre par Sofiane Baba et ses collègues qui ont décrit l'approche d'Hydro-Québec pour faciliter la collaboration avec les communautés autochtones dans le nord du Québec, à la baie James. Et donc, ces approches en matière de gestion d'acceptabilité sociale sont très intéressantes. Ça repose sur 4 piliers. Donc, d'avoir une présence active dans les communautés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir un processus permanent de recherche d'équilibre. Donc, s'il y a des choses en cours de route qui accrochent, qui semblent problématiques, on réajuste. Et donc, ça a été vraiment quelque chose qui les a bien aidés. À travers tout ça, des structures et mécanismes de coordination. Donc, de leur côté, c'était de mettre en place un certain nombre de comités, des encadrements réglementaires également, qui allaient aussi favoriser beaucoup l'économie locale avec des contrats qui étaient offerts aux firmes locales, à des gens également de la communauté autochtone pour certains travaux en lien avec la construction du barrage, et finalement de considérer tout le cycle de vie de projet et même au-delà. Il y a eu dernièrement des renégociations des contrats pour prendre en compte les futures générations et pour que les bénéfices puissent aussi se transférer d'une génération à l'autre. Donc ça, c'était vraiment au cœur de ce chapitre, mais je pense que c'est aussi intéressant à considérer pour plusieurs autres types de projets. Donc l'idée, c'est de développer une relation de confiance à long terme, de considérer l'ensemble des impacts, que ce soit social, économique ou environnemental, et finalement d'avoir un dialogue ouvert pour co-construire et pour trouver des mesures compensatoires qui sont satisfaisantes pour ces parties plus locales. Alors voilà, je cède la parole à Alejandro pour la suite. Parfait, merci beaucoup, Maud. Donc, on continue avec notre modèle. Et ce que vous allez voir, c'est que même si on a divisé en 5 grands blocs, les blocs ont des connexions, mais ces connexions aussi sont des similitudes, où des fois, on va avoir des pratiques qui vont plutôt être répétées ou appliquées dans chaque différent bloc du modèle. Donc, si on parle plus à la livraison du projet, tel que Maud nous avait expliqué, on parle ici plus dans la réalisation du projet ou plus lié aux standards qu'on connaît, la façon dont on réalise les projets. Donc, c'est naturel étant donné que c'est un des éléments sur lesquels peut-être beaucoup d'organisations ont plus de maturité. On a eu plus de cas, on a 5 cas. Et ces cas, ça peut aller des exemples au milieu de santé. On peut aller vers des exemples dans les milieux de construction comme la Tour de Montréal, mais également des projets plus créatifs, technologiques, comme ça peut être l'illumination du pont Jacques-Cartier. Et en lisant les 5 chapitres, les 5 cas, on fait, en plus, je vous dirais, si je dois résumer les 5 cas, j'utiliserai le mot innovation. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train d'utiliser dans n'importe quel type de projet des approches des pratiques, mais également on va aller chercher à développer des produits ou services qui vont être caractérisés par l'innovation. Donc, on a un produit livrable. Donc, on a soit dans le cas du chapitre 7 sur la télédermatologie pour le dépistage des cancers de la peau, dans ce cas-là, on est en train d'appliquer une solution pour mieux maîtriser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour pouvoir dépister les cancers. Ou bien, dans le cas de Pont Jacques-Cartier, on est plus dans un projet plus d'illumination, un projet plus festif, mais dans lequel il y a aussi beaucoup d'innovation pour pouvoir livrer et pouvoir créer de la valeur, ce qu'on souhaitait donner aux citoyens de Montréal. Si on parle plus de cette approche, c'est assez intéressant parce qu'on voit que
beaucoup de projets au Québec, on est en train d'expérimenter. On est en train de voir quelles sont les nouvelles tendances. Et des fois, on fait des projets pilotes ou des fois, on va prendre certains types d'approches qui sont émergentes et on essaye de les appliquer et on essaye d'avoir certains types de bénéfices. Exemple de cela, mais on connaît tout l'approche, les méthodes, les approches agiles. C'est sûr qu'approche agile, vous allez me dire, mais ce n'est pas nouveau. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on essaie de les appliquer au-delà de ce qui est le contexte TI. Donc, par exemple, on a l'exemple du chapitre 8 dans lequel on présente de quelle façon on peut organiser un événement. Dans ce cas-là, c'est une conférence, l'Agile Tour universitaire, et on a suivi les valeurs et principes de l'agilité pour pouvoir donc développer les programmes et pouvoir donc préparer cet événement. Également, ce qu'on voit, on a beaucoup dans les milieux de construction, on commence à aller utiliser beaucoup de nouvelles approches, ou bien des approches qu'on va parler plus collaboratifs. Donc, soit on va essayer de mettre tous les acteurs qui vont participer dans les projets depuis le début pour faire la conception intégrée, ou bien on va aller chercher plus des approches comme ça peut être toute l'exécution intégrée du projet. Un autre point, et ça fait beaucoup de liens avec ce que Maud nous a présenté pour le développement et la gouvernance, on a également des approches participatives. Et cette approche participative, ce n'est pas seulement pour définir qu'est-ce qu'on va faire dans les projets, ce n'est pas non plus seulement pour prendre des décisions de gouvernance par rapport au projet, mais également pour pouvoir développer les solutions et les livrables qu'on va réaliser dans les projets. Et c'est là, on a une explication de quelle façon appliquer une approche de Living Lab dans le cas de la solution de télédémartologie au milieu de santé. Ça, c'est au niveau des approches. Dernière approche, j'ai oublié. Donc, aussi, dans le chapitre 9, sur les modes de réalisation des projets, on présente différents modes de réalisation, mais à la fin du chapitre, vous allez trouver une réflexion par rapport aux pressions de l'environnement et aux changements technologiques. Et ce qu'on voit, et c'est très à jour, le fait qu'actuellement, on veut accélérer la façon dont on réalise les projets. Et même, on a une très forte accélération, que ça fait de telle sorte que des fois, on a des ressources matérielles humaines qui sont limitées. Donc, on n'arrive pas à tout faire. Et même des fois, si on veut accélérer, et même si on a des approches et des pratiques pour les faire, pour aller plus rapidement dans les projets, mais on va voir qu'il y avoir des contraintes, soit humaines, technologies, matérielles, qui vont pas nous permettre de pouvoir réaliser les résultats qu'on souhaite avoir. Si on parle plus de pratiques, et dans les pratiques aussi, on voit beaucoup d'innovations, ils vont essayer beaucoup de types d'éléments pour avoir la collaboration. Donc, on va voir beaucoup de pratiques de leadership partagé, d'aller chercher les parties prenantes pour qu'ils puissent donc participer dans la réalisation du projet. Je vous ai parlé déjà du mode de réalisation des projets. On va aussi utiliser de nouvelles technologies. Donc, tantôt, Maud nous parlait du BIM, Building Information Modeling, pour aider à la prendre des décisions de gouvernance. Mais également, le BIM, ça va nous permettre de pouvoir coordonner et permettre une collaboration entre tous les acteurs qui vont être responsables de la réalisation du projet. Et on va aller avec cette numérisation de la gestion projet, on va collecter plein de données. Et ces données également vont nous permettre de prendre des décisions pour la réalisation du projet, mais également pour des décisions qui peuvent aller vers la gouvernance ou pour le développement ou bien pour le transfert des résultats du projet. Et une autre caractéristique très importante qu'on voit par rapport aux pratiques, c'est une cohabitation entre pratiques. Donc, on va essayer plusieurs pratiques de façon parallèle, mais également une cohabitation parmi les priorités, les objectifs du projet. Et ça, c'est l'exemple du pont Jacques-Cartier, où est-ce qu'on a mis vraiment des équipes très multidisciplinaires. On avait des équipes très technologiques, des équipes plus événementielles, des équipes plus d'infrastructures, à collaborer tous ensemble, mais en essayant de trouver un sens commun, un point commun, une vision commune pour les projets. Dernier élément, et ça c'est très important, je parle beaucoup d'innovation, qu'il faut peut-être aller essayer de nouvelles pratiques, mais il y a toujours des meilleures pratiques qui sont documentées soit dans les standards ou soit dans les guides pour les professionnels. Donc, ce sont des éléments pertinents, mais c'est qu'on voit, et si vous pouvez avoir le temps de lire les chapitres 11 sur la Tour de Montréal, on voit qu'eux, ils se sont inspirés des meilleures pratiques du PMBOK, mais ensuite, ils ont fait plusieurs adaptations de ces pratiques pour pouvoir l'appliquer au contexte de la Tour de Montréal, mais également pour essayer d'avoir plus de bénéfices par rapport aux pratiques qu'ils allaient employer.
Donc, ça, c'est plus au niveau de la livraison de projet. Et juste à titre d'exemple, je vous parlais beaucoup des modes de réalisation de projets. Donc, et l'effet aussi qu'on va aller chercher plus de la collaboration. Donc, on a de nouveaux modèles, dans les modèles de projets et de réalisation de projets intégrés. Il faut dire qu'au Québec, il n'est pas encore 100% utilisé, on est plus dans la conception intégrée, mais on a un modèle où est-ce que ça va permettre de couvrir toutes les étapes du projet. Et ce qui est intéressant de ce modèle, c'est qu'on va avoir une bonne collaboration. Et je pense que c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de nos cas, que cette collaboration est importante pour pouvoir mieux créer de la valeur. Et pour ce faire, on a besoin de 4 éléments. Une vision commune parmi tous les acteurs. On a besoin des approches pratiques qui sont préconisées et reconnues par tous les acteurs. On va combiner certains modes de réalisation qui sont plus pertinents pour la collaboration, mais également, on va utiliser les technologies qui vont nous permettre de pouvoir prendre des décisions parce qu'il va y avoir un point de commun, ils vont nous utiliser pour avoir les informations nécessaires pour prendre une décision de façon plus collaborative. Si on va au prochain bloc, donc notre prochain bloc, c'est les transferts des résultats. En fait, ici, le transfert des résultats, et plus en anglais, on va l'appeler les back-end du projet. En fait, ici, c'est plus quand l'équipe projet a déjà finalisé les livrables, il était déjà validé par les commanditaires ou certains utilisateurs, et ensuite, on va les transférer vers les utilisateurs de l'organisation pour qu'ils puissent l'utiliser. Mais ici, ce qui est le plus important, c'est qu'on les transfère pour pouvoir finalement créer de la valeur qu'on avait identifiée depuis le début, quand on avait développé les projets. Et dans ces cas-là, on doit regarder qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans les organisations pour qu'ils puissent donc obtenir les valeurs qu'on a développées pendant les projets. Et donc, dans ces cas-là, on a eu 3 cas, et ces 3 cas, ils vont traiter des thématiques différentes, mais qui nous permettent de voir quelles sont les pratiques ou les éléments qu'on doit considérer. Donc, le premier cas, c'est la gestion des bénéfices à la Société de transport de Montréal. Donc, dans ce cas-là, la Société de transport de Montréal, dans un projet, que c'est le projet Extra, que c'est pour permettre de mieux coordonner les transports pour les personnes qui ont certaines limitations de mobilité. Ils ont développé un système pour faciliter les transports et la communication. Ils avaient des objectifs assez clairs. Ce qui est intéressant avec ces cas-là, c'est qu'on comprend quels sont les facteurs nécessaires pour pouvoir mettre en place une bonne approche de gestion des bénéfices. Il existe plein de pratiques, il existe déjà des standards, il existe des certifications, mais des fois, les organisations essayent de les mettre en place, ils se rendent que c'est plus complexe de ce qui est dit dans les documents ou dans les standards. Et là, on met en valeur 4 éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir les faire. En fait, ce sont 5. Première, c'est une définition claire des rôles et responsabilités de tous les individus qui sont liés au projet, mais aussi à la réalisation des bénéfices. On doit avoir aussi un leadership organisationnel, et ce leadership organisationnel, ça revient beaucoup aux propriétaires du projet. Et tantôt, moi, vous parlez en gouvernance, il faut avoir un propriétaire de projet fort, mais c'est là, également ici, ce propriétaire fort, il doit être intéressé, il doit surveiller, et il doit guider la réalisation des bénéfices et l'obtention des bénéfices. Donc, ce leadership et son rôle actif, ça joue beaucoup dans cette création de valeur. On doit aussi avoir une bonne disponibilité de l'information parce qu'on a besoin de l'information pour pouvoir définir quels sont les bénéfices qu'on souhaite accomplir et ensuite pouvoir les mesurer. Parce que c'est important de pouvoir avoir une révision des comptes et savoir si on les accomplit, mais des fois qu'on a un bénéfice financier ou surtout qu'on a un bénéfice qualitatif, on a besoin de l'information pour dire oui, on les accomplit ou non. Et le dernier élément, ce qu'on doit toujours soutenir pour pouvoir réaliser les bénéfices, c'est la gestion du changement organisationnel, parce que tout projet, il change de façon de faire. On souhaite qu'il y ait des utilisateurs qui changent la façon dont ils vont travailler ou la façon dont ils vont agir par rapport à l'environnement, mais pour pouvoir les aider, il faut les accompagner. Et s'ils s'acceptent, ils s'approprient de ce changement-là, c'est à ce moment-là qu'on va obtenir certains types de bénéfices. Un autre élément aussi important par rapport à la livraison des valeurs, c'est les chapitres 12 sur les projets de transformation hospitalière à Montréal. Comme vous savez bien, on a eu 3 grands centres hospitaliers qui se sont transformés, se sont unifiés pendant les 10 dernières années. Donc, et ces 3 projets, tous partagent des caractéristiques similaires. Donc, ils sont les mêmes milieux institutionnels.
ils ont les mêmes contextes économiques, les mêmes contextes sociaux. Par contre, chaque hôpital, il y avait un contexte organisationnel différent. Et ce qui reflète ces cas-là, c'est que les 3 hôpitaux, ils ont suivi des stratégies totalement différentes, des schémas totalement différents, des parcours totalement différents. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les 3, on est arrivés au même résultat. Et quel était le résultat? En fait, c'est la même création de valeur. Et la création de valeur, dans ces cas-là, c'était offrir un meilleur service de santé pour les citoyens de Montréal et les citoyens du Québec. Donc, ce qui est intéressant de ce chapitre-là, c'est de nous faire réfléchir que des fois, c'est bien d'aller utiliser les mêmes pratiques qui sont utilisées par d'autres organisations qui sont dans la même industrie, mais c'est très important de considérer les contextes, les éléments historiques, les éléments culturels ou liés à la situation qui va nous permettre de pouvoir adapter et proposer les stratégies qui s'approprient beaucoup plus à l'organisation. Dernier cas assez intéressant également par rapport au livret de la valeur, et en fait, on vous parle beaucoup, on essaie de mettre en valeur les bonnes pratiques, mais également, on a 2 cas. Donc, ici, c'est un, et tantôt, je vais vous parler de l'autre, dans lesquels on fait un contre-cas. On a analysé des projets. Dans ces cas-là, c'est les projets de gaz de schiste au Québec. Et dans ces cas-là, on a regardé comment est-ce que ce projet a été proposé. On était plus dans les cadres de la conception du projet. Et là, on a analysé qu'il y avait beaucoup de tensions, conflits parmi tous les parties prenantes. Donc, on parle ici d'un projet énergétique très public dans lequel il y avait beaucoup de populations qui étaient mobilisées et ils ont contesté les projets. Et ici, ce qu'on regarde, c'est que des fois, c'est bien d'arrêter des projets. Parce que dans ces cas-là, on dit, bon, ce projet était arrêté, donc on peut considérer que c'est un projet qui est un échec. Mais est-ce que pour la société, c'était vraiment un échec, sachant que les parties prenantes n'étaient pas d'accord, ils ne voyaient pas les mêmes bénéfices. Et on pense que pour ces parties prenantes, plutôt ces cas-là, c'est un succès parce qu'on a analysé un projet, on a pris des décisions et on a mieux décidé de ne pas créer un projet parce qu'il a créé plus de contre-bénéfices que les bénéfices qu'on voulait réaliser. Donc, c'est ça qu'on va voir plus dans les transferts de résultats. Si on bouge à notre dernier bloc, et on parlait des compétences humaines. Et en fait, moi, quand je parle toujours de la compétence humaine et qu'on parle des pratiques, des gouvernances, de développement, transfert de connaissances, je parle toujours des compétences humaines, c'est la colle. Ça permet de coller tout ce qu'on veut faire, ça permet de coller tous les individus pour qu'on puisse avoir une même vision et qu'on puisse tous avancer vers la création de valeur. Donc, je passe très rapidement parce que je vois que le temps coule. Donc, vous allez avoir des chapitres dans lesquels on analysait beaucoup la mobilisation des parties prenantes, surtout dans les cas de Jardin Gamblin, du partenariat des quartiers de spectacle, où est-ce qu'on voit que dans les cas du quartier de spectacle, on est allé mobiliser les citoyens pour la conception du projet, pour le développement des projets, mais également pour les transferts des résultats du projet. Et cela, ça a permis de créer un succès. Par contre, pour pouvoir mobiliser les parties prenantes, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon naturelle. Il faut avoir des ressources qui puissent avoir des bonnes habilités de collaboration pour pouvoir faciliter la participation de tout le monde, pouvoir gérer des fois des conflits, pouvoir appliquer une intelligence émotionnelle, pour pouvoir appliquer, s'adapter aux différentes parties prenantes, mais également un bon niveau d'habilité réflexive, parce que des fois, on doit bouger rapidement quand on a des problèmes assez complexes. Un autre aspect par rapport aux ressources humaines, c'est aussi beaucoup la gestion du changement. Je vous avais parlé tantôt de l'intérêt pour la gestion des bénéfices. Et dans ces cas-là, et c'est plus avec un chapitre sur l'Hydro-Québec qui a développé un programme de formation pour ces gestionnaires de projets. Et dans ce chapitre-là, on présente pour eux, c'est quoi les 4 piliers qu'ils considèrent qu'un bon gestionnaire de projet ou un gestionnaire de changement doit avoir pour pouvoir faciliter les changements organisationnels. Dernier chapitre, et c'est là aussi, on revient à un contre-cas, et surtout, dans ce cas-là, c'est Julie Berubet qui a plus adopté une approche critique dans laquelle il a analysé un projet de grand flux de casinos du lac Lémy. Dans ce cas-là, c'est un projet événementiel. Et il a commencé à analyser qu'est-ce qui était bien fait, qu'est-ce qui n'était pas correctement fait. Et ce qu'il a identifié, c'est que
pour certains projets où est-ce qu'il y a beaucoup de acteurs et on veut les mobiliser, il faut avoir une bonne sensibilité politique pour comprendre quels sont les enjeux qu'il peut y en avoir, une bonne et aussi sensibilité à la diversité, mais également il faut développer des habiletés éthiques parce que certaines fois, on va devoir prendre certaines décisions qui peuvent être un peu questionnées à un niveau éthique et on doit avoir une bonne intégrité pour pouvoir donc être sûr qu'on prend la bonne décision pour les projets. Donc, si on passe plus à la conclusion, et je vais faire la première partie, ensuite Maud va prendre la deuxième partie. En fait, on vous parlait de quels sont les apprentissages. Et en fait, comme on vient de présenter cet ouvrage collaboratif avec 17 différents cas, et je vais vous dire que c'est un premier exercice qu'on a fait avec des chercheurs, mais un exemple aussi intéressant, c'est qu'il y a eu des beaux mariages parce qu'il y a eu des chercheurs avec des professionnels. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en équipe pour pouvoir évaluer certains projets dans les organisations. Et cela, c'est intéressant de pouvoir l'appliquer pour un ouvrage, mais également dans les organisations parce que ça permet de développer cette réflexivité que c'est important d'avoir avec les gestionnaires de projets pour améliorer les projets. Ça va nous permettre de pouvoir identifier des connaissances qu'on va transmettre à l'organisation, mais également à l'extérieur de l'organisation. Et c'est le cas de ce livre-là. Et ça va nous permettre d'appliquer des approches plus d'amélioration continue. Un autre élément, et c'est un peu, moi aussi nous expliquer cela à titre d'introduction, des fois on veut faire des benchmarking, et c'est là-bas que nous on s'est rendu compte qu'au Québec, il y avait très peu de documentation sur les projets qui ont été réalisés au Québec. Donc, pour nous, c'est un premier exercice de benchmarking qui va nous permettre de pouvoir des fois nous comparer avec d'autres projets qui sont faits à niveau international ou apprendre et pouvoir faire un certain type d'adaptation. Si on regarde quels sont les 3 points communs parmi les 5 blocs, on a, premier point commun, c'est la valeur en mode collaboratif. Et ces valeurs, c'est pour définir quelle est la valeur qu'on veut livrer, pouvoir créer la valeur et finalement livrer la valeur. Un autre aspect qu'on voit parmi tous les cas, les 5 blocs de notre modèle, c'est que l'humain, c'est le corps de l'action. Donc, on doit avoir des humains qui vont avoir différents types de rôles. Il faut avoir de bonnes compétences et bonnes habiletés. Et le dernier aspect qu'on voit dans tous les cas, c'est l'innovation. Mais une innovation qu'il faut s'adapter selon les contextes de chacune des organisations. Moi, je te laisse conclure. Certainement. Donc, en fait, comme je vous dis, c'est vraiment un début de réflexion. On va prendre vos commentaires, vos questions avec beaucoup d'intérêt, certainement. Et donc, qu'est-ce qui se dégage de tout ça? Donc, on est arrivé avec 2 grandes tendances. La première, ben, on le voit, on le sait, on est dans une société où on a de plus en plus de projets. On appelle ça la projectification de la société. Donc, on a vraiment des enjeux de plus en plus grands. Si on regarde juste au niveau du gouvernement du Québec, on a un PQI, donc sur les 10 prochaines années, de 13 milliards par année, c'est énorme. Donc, on se doit d'avoir des outils pour appréhender cette complexité, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue économique également, d'un point de vue social, technologique et environnemental. Donc, on doit vraiment pouvoir appréhender cette complexité et mettre en place des projets et des structures et des relations qui vont permettre de livrer la valeur ultimement, cette valeur sociale, sociétale. Donc, on est dans ce contexte où on a énormément de projets. Les projets sont non seulement de plus en plus nombreux, mais de plus en plus importants et d'envergure. Et d'autre part, donc notre deuxième grande piste, c'est la transformation de la gestion de projet. Ça fait longtemps qu'on a commencé là à définir ce que c'était avec tous les programmes, avec l'aérospatial, le nucléaire, tout ce qui était en lien avec l'armement suite à la guerre froide là aux États-Unis. On a commencé à planifier, à vouloir optimiser, mais toutes sortes d'autres questions se sont présentées en cours de route. On parle depuis environ 20 ans de gouvernance des projets. On parle de gouvernance multiprojet, de façon dont plusieurs organisations peuvent travailler entre elles. Donc, c'est vraiment
comment dire, un bagage et un coffre à outils qui ne cesse de s'enrichir. Donc, ça permet un certain niveau d'hybridation. On a de plus en plus d'innovations également. Donc, il faut pouvoir apprendre à les utiliser, mais aussi à faire le constat, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et c'est toujours très contextualisé. Donc, c'est pas parce que une formule fonctionne bien dans un contexte qu'on peut répliquer de façon équivalente avec les mêmes finalités. Donc, d'où l'importance de bien comprendre le contexte et d'avoir des gens compétents pour manœuvrer tout ça. Parce que qu'est-ce qui est à la base des projets, Alejandro le mentionnait tout à l'heure, c'est toujours les êtres humains. Donc, on a quand même du jugement, des fois qui est avec une rationalité limitée, mais d'où l'importance donc de cette sagesse et cette intelligence collective pour en arriver à faire les meilleurs projets possibles pour répondre aux besoins de certains individus, organisations ou plus largement de la société. Avant de passer la parole à Alejandro pour conclure avec le mot de la fin, je vais quand même mentionner, je ne l'ai pas mentionné au départ, mais on a eu également une très belle critique de cet ouvrage par Christophe Bridillet, qui est dans la liste des invités aujourd'hui. Donc, merci Christophe encore une fois. Ça nous a également permis là, un petit retour réflexif à la lecture de ta critique pour faire notre présentation. Donc, merci encore une fois. Et voilà Alejandro pour le mot de la fin. Parfait. Donc, on voulait seulement conclure pour vous dire, écoutez, on vous essayait de résumer un livre de 17 cas en 50 minutes. Vous comprenez, pour nous, c'était tout un défi. J'espère qu'on a réussi. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller consulter les livres. Donc, les chapitres 1, il est disponible de façon gratuite, donc vous pouvez les télécharger, pouvoir les lire. Également, si vous voulez acheter l'ouvrage, mais on vous donne également un code de rabais et livraison gratuite. Donc, si vous utilisez les codes KEOPS, tout en majuscule, vous allez pouvoir l'acquérir avec un 15% de rabais. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour nous ou plus tard des nouvelles collaborations, vous voulez peut-être proposer un cas ou un chapitre, mais peut-être on pourrait avoir une version du livre. Merci beaucoup, Alejandro et Maude. Vous avez relevé le défi haut la main. C'était très clair. Il y a beaucoup de commentaires positifs dans le chat. On va maintenant passer à la période de questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui commençaient à sortir. Alors, par exemple, il y en a une, c'est comment prévoyez-vous transférer ces connaissances et cette documentation dans le milieu ? Il me semble que plusieurs gestionnaires de projets contemporains les ignorent. En fait, si vous voulez, je commence. En fait, comme Maud vous a présenté, donc c'est un long travail. Donc, on a travaillé pendant 3 ans pour pouvoir donc développer les différents livres. Donc, il était publié début automne, et surtout avec la COVID, on voulait faire un lancement, on voulait faire certains travaux collaboratifs, mais on n'a pas pu le faire, mais KEOPS nous a offert cette possibilité. C'est la première fois qu'on les présente. Donc, c'est sûr que nous, on souhaite présenter des cas et plus tard, KEOPS, ils vont vous envoyer une évaluation et on a demandé d'ajouter une question parce qu'on vous parlait de 17 cas et on veut savoir quel type de cas vous aimeriez qu'on approfondisse plus ou qu'on fasse peut-être une présentation précise par rapport à ces cas-là, parce que c'est en fonction de chaque intérêt de chaque organisation. Donc, il y aurait beaucoup de travail d'aller présenter cela au milieu professionnel, mais également, des fois, certaines organisations ils vont vouloir qu'on aille présenter certains types de chapitres. Soit c'est nous, ou soit directement nos collaborateurs, parce que c'est nos collaborateurs qui ont plus d'expertise que nous, mais nous avons une idée de qu'est-ce qui est écrit, mais des fois, s'il y a des éléments plus pointus, ça serait nos collaborateurs. Tu m'as retiré les mots de la bouche. Mais vas-y, Maud. Pour complémenter, en fait, de mon côté, c'est un ouvrage que j'utilise déjà depuis 2 sessions, là, depuis l'automne, avec mes étudiants au niveau du baccalauréat en administration, donc ceux qui sont spécialisés en gestion de projet. Donc, j'ai quand même eu la chance de tester certains de ces cas avec eux. Donc, je les fais travailler en classe, je leur fais lire en amont de la séance. Et donc, c'est intéressant de voir, du point de vue des jeunes, qu'est-ce qui se dégage de tout ça, qu'est-ce qui les interpelle. Et on parlait justement là, de la sensibilité en lien avec le développement durable, avec ces questions d'approche
approche plus participative. Ils sont au cœur de ces enjeux et de ces préoccupations. Donc, je pense que l'idée de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça pour les praticiens, elle est super pertinente et c'est aussi beaucoup dans cette optique-là qu'on a mis en place cet ouvrage pour pour que le plus grand nombre puisse se sentir interpellé. Mais d'un point de vue des étudiants également, en premier cycle, de mon côté, c'est vraiment des choses qu'on met en place et donc qui permettent pour eux de prendre un peu conscience et connaissance de ces grands projets et comment ça se déploie et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bonne pratique également. Merci Maude. Alors effectivement, comme Alejandro vous le disait, il y a un formulaire d'évaluation dans lequel vous pouvez aller sélectionner des études de cas qui vous intéresseraient particulièrement. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je vois pas d'autres questions, énormément de commentaires très positifs. Une participante qui aime beaucoup la réflexion d'utiliser des méthodes de gestion émergentes au-delà de leur contexte de définition. Beaucoup de excellentes présentations. Alors là, il y a une question. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le lire. Elle vient d'arriver. Dans vos projets étudiés, est-ce que l'amélioration de la performance a été analysée par les équipes de projet? Est-ce que d'autres systèmes que Envision peuvent supporter les équipes de projet pour permettre d'améliorer le projet? Merci Hélène pour la question. Je soupçonne que ça vient de toi. Oui. Donc, une spécialiste Envision, ou en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est la certification environnementale qui a été notamment déployée pour le grand projet du pont Champlain, donc qui est un peu l'équivalent de la certification LEED en bâtiment. Alors, c'est certain que cette mesure de performance, elle est fondamentale en gestion de projet. Ça fait plus que 40 ans là, que plusieurs recherches se font sur le succès des projets, la performance des projets et je vous dirais que c'est tellement changeant et ça évolue également. Donc, c'est vraiment une question qui est encore d'actualité, qui est encore très présente dans les recherches. Je voyais d'ailleurs tout à l'heure certains de nos collègues de l'UQAM, Iskander Ben Abdallah et Sana El-Boukri, avec qui on collabore là, de façon très active pour définir justement ces mesures de succès et de performance dans les grands projets. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs systèmes? Bon, il n'y en a pas des tonnes et cette question justement de mesure de la performance, elle est importante à adresser et c'est certain que des systèmes de certification comme le LEED ou comme Envision sont importants pour justement garantir que les projets, les bâtiments ou les infrastructures qui sont issus de tout ça sont sensibles à ces différentes questions des matériaux, de la façon dont les équipes de travail sont coordonnées, de la façon dont les gens sont aussi en sécurité sur les chantiers, par exemple. Donc, il y a toute une série de critères, mais qui permettent d'abord et avant tout de s'assurer de la conformité en lien avec le développement durable, ce qui est, encore une fois, quelque chose qui est très, très important et qui va l'être probablement de plus en plus pour les projets futurs. Alejandro, je ne sais pas si tu veux compléter, sinon on a le temps de prendre encore 2 questions. Là, j'en ai une. Le contexte de la gestion de projet a vraiment évolué, mais le côté humain et relationnel de la gestion des parties prenantes se fait timidement. Est-ce qu'il y a des avenues que vous avez considérées dans ce sens? En effet, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les tendances, l'intérêt de se recentrer sur les parties prenantes. Et tantôt, je le lis aussi avec l'autre commentaire sur le fait qu'on se concentre seulement sur la livraison du projet. Et c'est le fait que les parties prenantes sont tout au long du projet et on a beaucoup de cas qui représentent de quelle façon on va les mobiliser pour développer la définition du projet, comment est-ce qu'on va les mobiliser pour pouvoir gouverner les projets, comment est-ce qu'on va les mobiliser pour livrer les projets, donc ça c'est peut-être plus mature, mais également comment est-ce qu'on va les mobiliser pour les transferts des résultats pour les projets. Et je pense que le mot-clé, c'est la collaboration. Et c'est pour ça que je vous avais dit à la fin, je pense qu'il y a une caractéristique commune entre tous les chapitres. On demande qu'on est en train de collaborer, c'est une tendance. Et c'est sûr que là, on commence à regarder des pistes. Donc, des fois, on prend des cadres de gestion, qu'on s'appelle des modes de réalisation des projets de construction. On prend certaines approches comme les Living Lab qui vont nous aider à pouvoir encadrer le travail qu'on va réaliser. Et en effet, les modèles qu'on a présentés, Maud et moi, on l'a utilisé aussi on a publié un chapitre de livre sur la collaboration avec des parties prenantes pour la création de valeur. Et en fait, on a utilisé ces modèles pour représenter
ou est-ce qu'il faudrait les faire collaborer tout au long de la réalisation du projet. Donc, ça s'applique parfaitement et il y a des cas dans les livres. Et si je peux peut-être poursuivre un peu avec cette réflexion, il y a une quinzaine d'années, on faisait cette gestion des parties prenantes, comme on le dit dans notre jargon, où on faisait plutôt se poser la question à savoir qui pourrait nuire à mon projet. Donc, c'était vu d'un côté un peu plus sombre et instrumentalisé, tandis que avec les nouvelles approches, les nouvelles façons de faire, quand on parle d'approche participative, de co-construction, c'est pas de regarder les parties prenantes en se disant qu'est-ce qu'elles vont pouvoir mettre ou semer comme embûche dans l'évolution de mon projet, c'est plutôt d'être très proactif et de les inviter autour de la table, encore une fois, pour co-construire et pour faire en sorte que les projets et les objectifs soient bien définis et qu'ils soient ultimement meilleurs, qu'ils amènent plus de création de valeur. Donc, on est vraiment dans ce changement de paradigme où on va vraiment tabler sur les parties prenantes pour non seulement essayer de voir qu'est-ce qui est négatif, mais en générer des retombées très positives. Évidemment, ça demande des efforts, ça demande de mettre en place un certain nombre de mécanismes et de ressources, mais ce qu'on voit et ce qui est documenté avec la recherche et ce qu'on connaît, c'est que ça porte ses fruits et ça vaut la peine de déployer des ressources comme ça pour faciliter l'engagement et l'adhésion des parties prenantes dans le projet. Merci. Là, j'ai deux questions qui portent sur le choix des projets, des études de cas. Donc, je vais les poser ensemble et je vais vous laisser vous débrouiller pour répondre. La première, c'est quels ont été les critères de sélection des projets qui sont présentés dans votre livre? Et la deuxième, c'est et si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez les mêmes projets? Voilà. Ben, je peux peut-être amorcer la discussion. Alejandro, tu pourras peut-être compléter si tu as autre chose en tête. En fait, on a fait un appel à proposition dans un premier temps. Donc, l'idée, c'était vraiment de mobiliser notre réseau, les gens qu'on connaît qui sont impliqués en gestion de projet. On a été, premièrement, avec les chercheurs de l'ensemble des universités là, qui connaissent et qui travaillent avec des projets. Donc, on voulait sonder notre réseau à savoir quels sont les projets qui sont à succès selon eux. Alors, c'est certain qu'on a été aussi faire des sollicitations à la pièce, mais on a quand même eu quelques mois là, où on a eu plusieurs négociations avec des auteurs aussi sur le domaine du terrain. Donc, j'ai en tête, par exemple, pour le partenariat du quartier des spectacles, c'était quelqu'un que je connaissais, donc que j'ai mis en lien avec les co-auteurs là, de l'UQAM. Donc, on a vraiment fait cet exercice par rapport à ce qu'on connaissait et à qui on connaissait aussi pour les solliciter. Maintenant, je vous dirais, on a beaucoup été dans les grands projets d'infrastructures publiques, en santé, en transport. On a tenté quand même d'avoir un échantillon assez varié, mais je pense que si c'était à refaire, puis qui sait s'il y aura un tome 2 un jour, l'idée d'aller un peu plus du côté créatif, des approches un peu plus agiles aussi, peut-être ça serait des choses intéressantes pour continuer la réflexion, pour aller encore une fois dans des secteurs ou des types de projets qui ont été encore peu visibles et peu mis de l'avant. Merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alejandro. Mais juste un élément. Donc, on a eu ce travail, mais également on a eu des tables de travail collaboratives avec tous les auteurs. Hein. Enfin, on s'est dit, on pourrait même faire un chapitre pour développer un livre sur les cas du Québec. Parce que c'est un projet tel quel, avec aussi une certaine complexité, étant donné qu'on est plein de collaborateurs et on a eu deux propositions des ateliers, donc un atelier virtuel et un autre présentiel, où est-ce qu'on a travaillé pour également nous aligner parce que, bon, il y avait les modèles qu'on vous a présentés, donc on leur a expliqué, on a eu des commentaires, on s'est adapté et ensuite on a travaillé avec les auteurs également pour situer chaque cas selon les différents types de modèles et également garder une ligne directrice. On ne voulait pas qu'on utilise différents types de vocabulaire, sinon ça allait être plus difficile. Donc, il y a eu beaucoup de travail collaboratif et bon, je prends aussi du temps pour remercier aussi tous nos collaborateurs parce que des fois, ça peut être un travail assez lourd. Des fois, nous, on retournait avec des commentaires où ils s'adaptaient. Donc, on remercie à tous les collaborateurs pour cette belle ouvrage et cette belle collaboration. Ben oui, plusieurs sont là aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu dans les noms plusieurs co-auteurs, collaborateurs. Alors, j'ai deux autres questions, puis après, je pense que ça va sans doute clore notre rencontre, à moins qu'il y en ait encore une autre. Alors, quelles sont les stratégies que vous utilisiez pour contrecarrer les facteurs externes qui pourraient avoir un impact négatif sur la durée des projets?
sur la durée du projet. En fait, j'aimerais plus les prendre plus général. C'est assez intéressant, les facteurs externes. Et on a beaucoup de cas, surtout si on suit maintenant les nouvelles. Je ne veux pas donner des exemples, mais c'est ça, c'est important. Et ce qu'on voit, c'est que c'est bien d'avoir des fois une approche flexible. Et approche flexible, c'est pouvoir s'adapter parce que dans l'environnement, il y a beaucoup de changements. Et je pense qu'on est tous vécu cela, 2020. Qui aurait pensé en janvier qu'on aurait avoir une pandémie, qu'on aurait dû travailler tous à faire du télétravail pendant plusieurs mois, même plusieurs années? Personne ne l'aurait prévu. Je ne pense pas qu'il y a eu des projets qui ont ajouté cela dans son registre de risque. Et donc, ce qu'on a beaucoup observé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'adaptations pour pouvoir donc garder toujours qu'est-ce qu'on doit livrer, qu'est-ce qu'on doit accomplir comme objectif. Et ensuite, en fonction de cela, il y a eu beaucoup de pratiques qui sont adaptées, beaucoup des approches qui sont adaptées pour pouvoir continuer à travailler. Un exemple, c'est les projets de construction. Dans les projets de construction, il fallait qu'ils respectent la réglementation de la distanciation sanitaire, mais ils ont dû continuer à travailler donc avec certaines mesures qui pouvaient être plus lourdes pour pouvoir réaliser. Mais ils ont continué et ils ont donc livré la valeur au projet. Donc, moi, ce serait l'adaptation. C'est très bien dit, Alejandro. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. J'ai une dernière question. Je ne sais pas, il devait y avoir la personne suggérée de s'appuyer sur une photo, mais elle ne peut pas être téléchargée. Alors, je ne sais pas si ça va être suffisamment explicite. Quelle est la place de stratégie Kaizen de Toyota dans la gestion de projet? Ça, je vais y répondre parce qu'en fait, on a un chapitre là, que je mentionnais sur le nouveau complexe hospitalier de Québec qui a mis en place cette démarche Lean qu'on appelle. Donc, c'est en fait les plans architecturaux qui ont été menés par cette idée là derrière quand on parle de Toyota et de Kaizen, c'est cette démarche d'amélioration continue qui est de façon plus générique appliquée dans le secteur manufacturier. Donc, encore une fois, quand je parlais de l'hôpital, c'était d'un point de vue des flots d'informations, le flot de comment les gens se déplacent d'un secteur à l'autre pour optimiser les déplacements. Il y a eu des études, par exemple, qui montraient qu'une infirmière pouvait, en moyenne par jour, passer 1h15 en déplacement d'un secteur à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'optimiser la façon de travailler des gens? Pour les patients également, souvent, c'était de passer d'un département à l'autre dans l'hôpital et donc les gens se perdent, ils ne savent pas comment, de façon physique, là, comment se déplacer dans ces espaces. Donc, l'idée derrière cette stratégie d'optimisation, c'est vraiment de faire en sorte que ce qu'on appelle les flows, là, que ce soit de l'information, du transport de matériel ou les individus, donc quand ils se déplacent physiquement dans un building, comment est-ce qu'ils peuvent être optimisés. Donc, c'était vraiment ce qui était à l'origine de cette réflexion et de cette démarche qu'on a appelée Lean pour faire la conceptualisation du nouvel hôpital. Merci Maud. Alejandro, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, écoutez, je pense que ça clôt cette rencontre. Je tiens à vous remercier. Vous avez énormément de messages de félicitations pour cette excellente présentation, aussi bien de personnes du monde de la recherche que de praticiens. Donc, félicitations. Je souhaite aussi vous remercier d'avoir accepté notre invitation à nous parler de cet ouvrage et à parler de la gestion de projet au Québec en français. Voilà. Et puis, bien, écoutez, pour les participants, le PowerPoint est en ligne. Je vous ai mis le lien dans le chat et le formulaire d'évaluation dans lequel vous pouvez aussi aller sélectionner des études de cas est aussi dans le chat. Et on va vous envoyer un message dans l'après-midi avec toute cette information-là. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas. Et la vidéo, si vous n'avez pas le lien dans le chat, je veux dire, et la vidéo sera disponible au cours du printemps. Voilà. Parfait. Merci encore à Keops. Merci à vous tous et à vous toutes pour avoir assisté. Ça a fait c'est un énorme plaisir pour nous de présenter cet ouvrage. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir. Au revoir.